Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de gestion, un contrat de travail pour passer du gagne-pain à la carrière. Ce webinaire est une initiative du Collège ACMAT grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Je suis Christelle Cormier, directrice des activités d'animation et de formation à l'ACMAT et je serai votre modératrice pour ce webinaire. Donc, évidemment, ce webinaire d'une durée d'une heure sera composé de deux interventions et nous ferons très attention de terminer à l'heure, soit 15 heures, puisque nous savons que votre temps est précieux. Quelques règles de conduite. Donc, seuls les micros et les caméras des animateurs seront activés, comme vous le voyez. Les questions des participants doivent être formulées uniquement par écrit dans la boîte conversation ou chat si vous avez une version anglaise. Et la modératrice, moi-même, posera les questions et au besoin vous fera intervenir pour clarifier votre point. Donc, à la fin de la présentation, vous en saurez plus sur l'incertitude grandissante à cause de la pandémie et ses effets sur la rétention de vos effectifs, sur l'impact de convenir d'un contrat de travail pour vos attributs d'employeur et pour l'engagement de vos troupes, sur les paramètres d'un contrat de travail gagnant-gagnant avec chacun de vos employés clés, et finalement sur le processus continu que devrait représenter la recherche d'une relève au poste clé et à votre propre poste. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre première experte, Maître Stéphanie Pierre-Félix, avocate chez Legault Joly Tifo. Donc, je vous laisse la parole, Madame Pierre-Félix. Bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, aujourd'hui, en bref, moi, je vais vous parler de comment bien rédiger un contrat d'emploi qui est tant avantageux pour l'employeur que pour l'employé parce que, bien évidemment, on veut une certaine protection, une protection suffisante du côté de l'employeur, mais comme vous le savez tous, il y a des normes minimales à respecter en matière d'emploi. Et veut pas, on va pouvoir aller chercher des employés, retenir des employés avec des conditions conditions de travail qui sont favorables pour eux, qui doivent, sur recommandation de tous les avocats, qui doivent être consignés par écrit dans un contrat. Donc, autrement dit, un contrat d'emploi qui est gagnant doit être bien rédigé et je vais vous guider là-dedans. Donc, on peut passer à la première diapo. Donc, c'est quoi un contrat d'emploi? Et c'est un peu bizarre que j'aborde une question aussi générale, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas évident on se trouve toujours face à un contrat d'emploi. Je m'explique. Il y a des fois, on peut penser qu'on est vraiment dans un lien employeur-employé, alors que au niveau factuel, ça peut plutôt rassembler à une relation de, par exemple, un contrat de service ou un sous-traitant. Et il y a des implications majeures dans les deux cas différents. Donc, c'est très important que factuellement, vous établissiez une relation qui est vraiment employé-employeur. Donc, commencez par une définition simple, contrat d'emploi en vertu du Code civil du Québec, qui est une des lois qui va légiférer le droit de l'emploi au Québec avec la loi sur les normes du travail. Donc, le contrat de travail est celui par lequel une personne qui est le salarié s'oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne qui est évidemment l'employeur. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez dans tout ça, c'est que pour on fasse vraiment face à un contrat d'emploi, il faut que trois éléments soient réunis. Donc, il faut un travail à effectuer, c'est-à-dire des tâches à faire par l'employé. Il faut évidemment une rémunération y rattachée, donc un taux horaire ou un salaire à l'année. Et c'est là l'élément clé, c'est une subordination du salarié à l'égard de l'employeur. C'est là qu'on va déterminer est-ce qu'on est vraiment devant un contrat d'emploi ou un autre contrat. Donc, on peut penser à la prochaine, je vais me l'expliquer plus amplement. Donc, l'élément clé, la subordination. Ça, c'est vraiment important à savoir. Est-ce que je suis un sous-traitant face à l'entreprise ou est-ce que je suis vraiment un employé ou plutôt un salarié? C'est quoi qui va être déterminant dans la distinction? C'est premièrement le choix des méthodes de travail. Est-ce que le choix revient entièrement à la personne qui donne les services? Est-ce que ça revient entièrement à l'employé? Qui gère l'horaire de travail? Est-ce que c'est l'employé ou est-ce que c'est l'employeur? Si on revient à la conclusion, par exemple, que l'employé peut faire n'importe quel horaire de travail et que si ça ne dérange pas, il n'y a pas d'horaire fixe, là, on peut peut-être voir est-ce que c'est vraiment un contrat d'emploi.
Ensuite, il y a l'exclusivité des services. Ça, c'est un élément auquel on va revenir plus tard dans la rédaction en tant que telle. C'est-à-dire que, comme étant employé, est-ce que je vais pouvoir travailler pour cet employeur et aussi pour, par exemple, le compétiteur en même temps ou avoir un autre emploi, peu importe dans quel domaine. Ensuite, si je décide de m'absenter au travail, est-ce que j'ai besoin de l'autorisation de l'employeur ou non? Et finalement, la possibilité d'embaucher de la main-d'œuvre. Évidemment, un employé ne peut pas embaucher de la main-d'œuvre de manière générale, alors qu'un sous-traitant peut amener avec lui ses employés. Donc, c'est là la différence. Et la distinction est très importante au niveau des déductions à la source. Est-ce que la personne se trouve sur un payroll ou est-ce que la personne doit envoyer une facture pour les heures travaillées et que vous les payez? Je dois vous dire que souvent, la CSST va faire des vérifications, la CNSST, plutôt, ils vont faire la vérification auprès des employeurs qui euh, ont n'ont pas des employés sur les payrolls, mais qu'en principe, leurs sous-traitants, factuellement parlant, sont des employés. Donc, ils devront être sur payroll à la place. Donc, juste, je soulève un peu, j'aimerais attirer votre attention à cette distinction qui peut avoir des implications, surtout au niveau de l'implication de la CNESST. Donc, dernière distinction que j'aimerais faire, c'est au niveau de qui est un salarié ou disons un employé plutôt standard versus qui est un cadre supérieur. La distinction ici est importante parce que, évidemment, les deux types d'employés demeurent des employés. On ne parle plus de la distinction d'employés et sous-traitants, mais c'est à savoir parce que si on est devant si on a un cadre supérieur, donc autrement dit un directeur de l'entreprise ou quelqu'un qui est en position de pouvoir décisionnel. Ça, c'est de manière générale, la loi sur les normes du travail ne va pas s'appliquer au cadre supérieur. Donc, il faut faire les adaptations nécessaires quand on rédige son contrat. Je vous donne un exemple. Il y a une norme dans la loi sur les normes qui prévoit que toutes les heures qui excèdent 40 heures par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires. Ben, pour les cadres supérieurs, vu que la loi ne s'applique pas de manière générale à eux, c'est pas nécessairement considéré comme des heures supplémentaires s'ils font des semaines plus longues que les autres. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez là-dessus, c'est il faut toujours voir devant qui vous êtes avant de mettre par écrit les conditions de travail pour vous assurer que vous allez bien ajuster le contrat à la personne que vous allez embaucher. On va passer à la prochaine. Maintenant, la forme. Est-ce que le contrat d'emploi doit nécessairement être écrit? La réponse simple est non. Techniquement, la loi n'exige aucune forme particulière pour le contrat, mais bien évidemment, c'est toujours préférable d'avoir un écrit. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, ça simplifie les choses au niveau de chaque fois qu'on se pose une question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai combien de vacances auxquelles je me souviens pas pendant nos négociations, combien de vacances j'ai négocié, etc. Donc, ça vient mettre par écrit et ça vient protéger tant l'employeur que l'employé pour venir voir si on a si on a la réponse, on trouve la réponse à une question importante dans le contrat. Deuxièmement, et ça peut être autant intéressant, c'est que des fois, malheureusement, il y a des désaccords entre les employés et leur employeur, que ce soit dans le cadre d'une fin d'emploi ou autre, et ça peut devenir litigieux. Et normalement, quand on a un contrat d'emploi écrit, ça facilite les choses pour faire la preuve de la portée et des modalités du contrat qui est intervenu. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile si on doit prouver un contrat verbal. On peut passer à la prochaine. Maintenant, j'aimerais vous donner une idée de comment structurer un contrat d'emploi qui est vraiment complet et qui va venir vraiment couvrir tous les éléments qu'on a besoin pour établir un bon lien employé-employeur. Et encore une fois, il faut considérer chaque élément dans le meilleur intérêt des deux parties et pas seulement d'une partie. Évidemment, on a des normes à respecter en vertu de la loi sur les normes, mais il faut aussi que l'employeur offre des conditions de travail qui sont gagnantes pour l'employé. Donc, évidemment, on commence par l'identification des parties, employé-employeur. On va normalement les nommer pour
concrétiser la relation d'emploi. Ensuite, l'objet du contrat, ce qui est normalement la prestation de travail. Donc, on va venir ajouter des tâches, on va venir énumérer des tâches. Et mon conseil là-dessus, c'est quand on énumère les tâches, ne soyez pas trop exhaustif dans l'énumération. Gardez ça un peu général parce qu'on veut éviter une situation dans laquelle on veut, un jour, on veut demander à l'employé de faire une tâche qui est un peu connexe à son poste, mais pas directement en lien avec. Et là, l'employé va venir dire, ben, ça ne fait pas partie de mes tâches. On veut éviter ça et la meilleure manière de l'éviter, c'est à la fin, on met toujours autre tâche connexe au poste ou quelque chose du genre. Ça évite beaucoup de problèmes. Ensuite, évidemment, le titre du poste. Le lieu de travail qui, ces temps-ci, c'est un élément très, très d'actualité parce que là, je reçois beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, là, on a eu un déconfinement il y a quelques semaines et là, on a le débat à savoir est-ce qu'on doit, vu qu'on est tellement fonctionnel en télétravail, est-ce qu'on a l'obligation de retourner au bureau? Alors là, normalement, on va aller voir aussi dans le contrat d'emploi pour voir est-ce que le contrat établit, est-ce que le contrat permet le télétravail? Des fois, on va déjà le prévoir. Sinon, est-ce qu'il y a lieu de l'ajuster en fonction des circonstances qu'on vit actuellement? Donc, lieu de travail, ça peut paraître évident, mais avec le télétravail, ça devient de plus en plus important d'être précis. Maintenant, la date de début du contrat, évidemment, les vacances qui sont payées, la durée du contrat, c'est très important. Est-ce que c'est à durée fixe ou à durée ouverte? Ça peut avoir des implications très, très, très importantes si jamais vous décidez d'y mettre fin. Normalement, avec une durée fixe, si vous mettez fin en plein milieu de contrat, l'employeur a probablement l'obligation de payer le salaire qui reste pour la balance du contrat. Donc, c'est super important de le prévoir. Ensuite, l'horaire de travail, les modalités de rémunération et les modes de résiliation du contrat. On peut passer à la prochaine pour voir ce qui nous intéresse le plus, c'est les clauses particulières. Clauses particulières sont des clauses qu'on peut voir souvent dans des contrats d'emploi, mais d'autre part, on peut, que ce soit un oubli ou que ce soit ne sont pas bien rédigés, ça peut être quelque chose qui protège encore une fois l'employeur, mais aussi l'employé. Il faut être raisonnable dans la rédaction des clauses pour, premièrement, qu'elles soient valides devant les tribunaux si jamais un jour on s'y rend. Et deuxièmement, pour ne pas limiter l'employé dans son marché de travail. N'oublions pas que des clauses particulières telles que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, évidemment, sont plus pour la protection de l'employeur et des fois, dans certaines industries, sont des clauses qui sont très, très importantes. Ils sont d'une importance capitale et il faut les bien rédiger pour qu'elles ne soient pas invalidées. De l'autre côté, il faut que l'employé, si jamais il quitte un jour votre entreprise, il faut qu'il ne soit pas trop restreint dans ses choix pour aller chercher un autre emploi. Évidemment, il doit gagner sa vie. On ne peut pas être trop limitatif non plus. On ne peut pas l'interdire à tout faire pendant 2 ans qu'il se trouve chez lui sans emploi. Donc, clause de non-concurrence, en bref, il faut 3 éléments pour que la clause soit considérée valide. Il faut, premièrement, la nature des tâches. Donc, il faut viser une industrie en particulier et il faut aussi il faut préciser les tâches qui sont visées par la clause de non-concurrence. Normalement, c'est les tâches qu'effectuait l'employé à l'entreprise. Ensuite, il y a la durée. Donc, une clause de non-concurrence ne peut pas être sans durée, elle ne peut pas être à l'infini non plus. Donc, elle doit avoir une durée et la durée doit être raisonnable dans les circonstances. Normalement, on parle de 6 mois, 1 an. Plus qu'1 an, c'est parce qu'on est vraiment dans une industrie très, très niche et ça doit être vraiment justifié dépendamment de l'industrie et le marché de travail en conséquence. Troisième élément, c'est le territoire. Donc, on ne peut pas dire pour tout le monde, pour le monde en entier. La plupart du temps, on ne peut même pas dire dans tout le Canada. Il faut qu'on soit raisonnable. Normalement, on parle de peut-être 50 kilomètres du siège social de l'ex-employeur ou quelque chose du genre, encore une fois, à moins d'une industrie très exceptionnelle. Il faut comprendre aussi que la clause de non-concurrence, si
un jour, vous vous rendez devant un tribunal, parce que ça arrive assez souvent, malheureusement, et qu'un des 3 critères n'est pas valide dans la manière que vous l'avez rédigé, ça invalide la totalité de la clause. Donc, la clause tombe en entier. Donc, c'est très important parce que votre protection comme étant employeur tombe avec. Pour la non-sollicitation, c'est très similaire. La non-sollicitation, on parle souvent de l'interdiction de solliciter des clients et ou des employés. Donc, c'est à prévoir dans des contrats au besoin. Ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est que quand un employé qui n'est pas heureux va partir, qu'il amène son équipe avec. C'est pas évident et c'est dans votre protection aussi. Je reviens à quelque chose que j'ai abordé au début, la clause d'exclusivité de service. Ça, c'est vraiment important parce que l'employé, on a des employés qui veulent peut-être avoir un deuxième emploi en même temps que l'emploi chez leur employeur. Alors, c'est sûr que si on va inclure une clause d'exclusivité de service, il faut faire attention pour ne pas trop restreindre l'employé en question et aussi pour pouvoir protéger l'employeur parce qu'on veut éviter évidemment que l'employé va travailler chez un compétiteur en même temps que de travailler chez vous. Ensuite, il y a la clause de confidentialité. Donc, tous les secrets commerciaux, toutes les informations auxquelles l'employé a eu accès pendant son emploi, on veut les protéger, on veut éviter qu'ils soient divulgués par la suite à un des compétiteurs ou peu importe. Et évidemment, la clause de fin d'emploi, ça c'est important parce qu'on peut tout de suite prévoir combien d'avis qu'on doit donner à l'employé si jamais on décide de mettre fin à son contrat. Ça pourrait être intéressant. On peut passer à la prochaine. Et je sais que c'est beaucoup d'informations, mais là, je vais conclure là-dessus. Vous pouvez comprendre que rédiger un bon contrat d'emploi et avoir un très bon template, ça peut être très avantageux pour vous parce qu'une fois que vous avez un bon modèle pour travailler à partir de quand vous procédez à l'embauche d'un nouvel employé, là, c'est juste une question d'ajuster les différentes clauses en fonction des conditions de travail qui sont négociées. Évidemment, une fois qu'on a un bon modèle de rédigé, ça peut éviter des problèmes et des coûts qui sont liés à des éventuels litiges avec les employés. Évidemment, on veut s'assurer de toujours respecter les normes qui sont prévues dans la loi pour pouvoir être conforme envers nos employés. Et évidemment, je termine en disant, c'est toujours gagnant-gagnant si on prévoit des clauses qui sont raisonnables de part et d'autre. C'est jamais gagnant quand on a qu'on a des clauses qui sont complètement en faveur d'une seule partie. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous avez besoin d'aide, nous, on fait ça de manière régulière et souvent, on va faire affaire avec nos clients pour établir un bon modèle qui est adapté à l'entreprise et que les clients vont pouvoir utiliser pour l'avenir de tous les embauches qu'ils font dans un court à moyen terme. Alors, merci beaucoup et je demeure évidemment disponible pour des questions. Nous allons passer tout de suite à notre deuxième intervention d'aujourd'hui pour le webinaire. Donc, Madame Jessica Joyal, présidente de la firme de chasseurs de tête. Donc, je vous laisse la parole, Madame Joyal. Oui, bonjour tout le monde, bien contente d'être avec vous. Peut-être juste pour compléter ce que Maître vient de vous parler du contrat de travail, je vous encourage fortement d'avoir des contrats écrits, même si c'est pour des postes d'entrée, même si c'est pour des postes qu'on appelle de premier niveau, parce que pour tout gestionnaire, puis je sais que vous en avez beaucoup présentement là, dans vos tâches de travail comme gestionnaire, ça facilite votre tâche gestionnaire justement, ça l'évite d'avoir des ambiguïtés. Puis ça l'évite d'avoir quelqu'un dans la porte de votre bureau à tous les jours pour venir vous demander une information par rapport à son travail. Donc, un contrat écrit, même s'il est simple, c'est ce qu'on appelle un commitment qui est fait entre deux personnes, un engagement, et c'est à votre avantage. Donc, clause, je voulais juste fermer cette parenthèse-là. Moi, le sujet, si on passe à la suivante, donc, moi, ma question, parce que je suis chasseur de tête, donc mon industrie et mes réalisations sont au niveau du recrutement, je voulais surtout que vous posiez la question, parce que je sais que tout le monde se la pose dans certaines industries, est-ce qu'actuellement, votre niveau d'employabilité dans l'industrie que vous êtes, il faut se poser la bonne question. Est-ce que vous êtes en pénurie de main-d'œuvre, en situation de rareté de main-d'œuvre ou en difficulté de recrutement? C'est une auto-réflexion que vous devez vous faire comme gestionnaire.
parce que tout ça va vous donner la suite des stratégies que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir vous aider dans cette avenue-là. Je comprends que c'est le nerf de la guerre actuellement, la main-d'œuvre. Ce n'est pas facile à gérer. Avec le contexte actuel, c'est encore plus complexe, mais ça se fait. Il y en a beaucoup qui l'ont réussi. Ça prend de la créativité, ça prend de la volonté, puis ça prend de la bonne patience. Mais je pense que tout le monde, présentement, veut aller de l'avant. Puis vous allez voir, on va en discuter un petit peu. Souvent, il y a le proverbe qui dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres » et je pense qu'actuellement, vous devriez voir que vous êtes dans ceux qui vont aller bénéficier du bonheur. Donc, à vous d'être créatif et de voir vers quoi vous pourriez, qu'est-ce que vous devriez mettre en place en action chez vous pour pouvoir avancer. Si on va à l'autre. Donc, je voulais juste vous faire part que, bon, je travaille avec beaucoup de candidats, beaucoup d'employeurs. Je vous partage certaines informations d'un sondage que j'ai effectué auprès de 13 000 de mes candidats, de travailleurs avec lesquels je travaille, avec qui j'ai été en contact durant la pandémie, c'est-à-dire au mois d'avril dernier. J'ai fait un petit résumé parce que j'ai fait aussi un sondage auprès des employeurs, puis là, je l'ai fait auprès des candidats. Voici ce que ça donne. Les entreprises que j'ai sollicitées, c'est, vous voyez, là, j'ai donné les plus gros, c'est, comme je travaille beaucoup dans l'industrie de la construction, 32 des gens qui ont répondu sont de l'industrie de la construction, 12 manufacturiers et 10 du commerce de détail de gros. Donc, c'est quand même là, une bonne proportion, là, peut-être d'un résultat qui peut vous intéresser. La première question que je leur ai demandé, c'est selon vous, cette situation va-t-elle modifier votre situation professionnelle? Je ne vous cacherai pas qu'à cette époque-là, au mois d'avril, si on se remet au mois d'avril, là, on était encore dans le confinement, 59 des répondants, oui. Tout le monde s'est mis en mode réflexion. Le niveau de la peur et du stress il est devenu plus élevé. Oui, les gens se sont dit, ça va modifier quelque chose. On ne savait pas quoi, mais oui, ça va modifier quelque chose. Par la suite, je leur ai demandé, est-ce que vous envisagez de changer d'emploi après la pandémie? Vous voyez que quasiment 60 ont dit non. Ça, c'est la peur qui les faisait réagir comme ça, parce que quand on pense que c'est instable, on se dit mieux de ne pas bouger. OK? Mais il ne faut pas rester sur ce point de vue-là. Envisagez-vous de changer de carrière? Ça, c'est quelque chose qui va vous intéresser parce que c'est votre situation à vous actuellement. Vous voulez améliorer les façons de faire, vous voulez attirer de la clientèle pour venir dans l'industrie des matériaux de construction et de la quincaillerie. Eh bien, 48 oui, sont en réflexion et disent qu'ils vont changer de carrière. Donc, à vous de capitaliser sur cet aspect-là. Avant cette crise, aviez-vous envisagé de changer d'emploi? 57 pas du tout. Mais 43 disaient qu'ils avaient débuté des démarches. C'est ce qu'on appelle vraiment du passif. Le monde passif, la main-d'œuvre passive, disait, ben, je vais peut-être regarder. Mais il n'y avait pas rien d'envisagé. Donc, on le sait que depuis quelques années, on est dans un contexte économique où le marché de l'employabilité est au plus bas. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis des années. Donc, c'est évident que tout le monde pense un petit peu à dire, ça serait-tu avantageux pour moi de bouger ou pas? Mais après cette crise, avez-vous toujours l'intention de poursuivre vos démarches? Vous voyez qu'il y en a qui ont dit 41 non, mais 37 oui. J'ai fait ce sondage-là au mois d'avril, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, au mois de septembre, bientôt octobre, ça l'a augmenté. De plus en plus de gens veulent bouger pour diverses raisons, parce qu'on voit ce que ça l'emmène présentement, la situation de la pandémie au niveau des industries. Il y a des industries qui sont fragilisées, puis il y en a d'autres qui vont en tirer bénéfice s'ils savent bien agir, d'être créatifs, puis d'avoir de l'ouverture. Si on passe à l'autre présentation. Donc, je voulais parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que les entreprises perdent leurs employés. Je voulais juste vous remettre dans un contexte, puis ça vous prend beaucoup d'ouverture à... Bien, je pense qu'il y en a qui l'ont réalisé, là. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous donne 50 services, ça équivaut à 20 ans à l'époque des baby boomers. OK? Donc, quelqu'un qui vous donne 50 services, vous pouvez en être fier, c'est signe que vous faites du bon travail et que les employés sont bien. Donc, n'essayez pas de tout mettre en place et de penser que vous allez revenir à ce qui c'était il y a des années et d'avoir des gens qui vont faire 20 ans de service. Je voulais juste faire une mise au point par rapport à ça
parce que ça ne reviendra pas. Qu'est-ce qui fait l'attraction? Qu'est-ce qui fait qu'on va garder des employés? L'attraction, parce que moi, je suis chasseur de tête. Hein, vous comprenez que quand je sollicite quelqu'un, c'est pour lui demander ce qui le motiverait à bouger. Sincèrement, l'attraction là, va bien au-delà des incitatifs financiers. Il y a beaucoup d'autres choses qui font en sorte que quelqu'un aurait une motivation à bouger. Donc, qu'est-ce qui fait que les entreprises perdent les employés? C'est parce que vous connaissez mal votre compétition, ce qui est offert ailleurs dans l'industrie. Il faut que vous soyez à l'écoute, il faut que vous mettiez au parfum de qu'est-ce qui se passe. Présentement, l'industrie du tourisme, l'industrie de la culture, l'industrie de la restauration sont en train de perdre beaucoup de plumes. Donc, à vous de capitaliser sur ce personnel-là qui pourrait être à l'avantage pour vous. Les réseaux sociaux, je dois juste vous dire qu'on travaille présentement, nous, en recherche booléenne. On est avec les médias sociaux. Les réseaux sociaux, c'est de l'information qui voyage très rapidement. Tout se dit maintenant. Vous le savez, on entend parler tout quotidiennement. Tout se dit sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez avoir toujours le souci d'avoir une bonne réputation, une bonne marque employeur, une belle visibilité, une belle image. Il faut à quelque part que vous voyagez bien dans ces réseaux-là. LinkedIn, qui est un réseau professionnel, offre des licences à des recruteurs dans des agences de recrutement, à des chasseurs de tête comme moi, pour qu'on rejoigne facilement la main-d'œuvre. C'est un réseau professionnel. Vous ne pouvez pas empêcher vos employés d'être sur un réseau LinkedIn. C'est très bien de le faire. C'est à votre avantage à vous comme employeur, puis c'est à l'avantage aussi des employés. C'est un win-win pour les deux. À vous d'avoir une belle visibilité, puis d'avoir une belle réputation, puis de bien l'utiliser. Vos employés sont extrêmement sollicités. Donc, il y a des employés qui vont vous le dire parce qu'ils veulent aller aux enchères et qui veulent un petit peu se vanter avec leur ego, qui ont été sollicités par un recruteur ou un chasseur de tête. Mais dites-vous que c'est vrai qu'ils sont très sollicités parce que nous sommes on est dans un environnement économique où on n'a jamais connu ça depuis des années. Le marché de l'employabilité est au plus bas. Donc, il faut vous en tenir compte. Suivante. Comment on fait un contrat de travail gagnant-gagnant? Tantôt, on a vu le côté plus légal. Je vais vous donner l'autre côté par rapport à comment vous assurer d'avoir un commitment des gens qui vont aller avec vous. Ça va commencer dès l'entrevue. OK? Il faut se préciser là, que dès l'entrevue que vous faites avec des candidats, là, c'est là que tout va commencer votre contrat de travail. Donc, moi, j'utilise ce qu'on appelle la méthode des 3 F. Le foin, la foi et le fun. Donc, le foin, combien souhaitez-vous être rémunéré pour être heureux? Ça prend quoi pour être heureux, pour travailler, puis que tu vas rester stable, puis que tu veux rester chez nous? Ça te prend quoi? Ça se pose cette question-là. On ne connaît pas le contexte de son budget, mais ça prendrait quoi pour être heureux? À vous, en processus de recrutement, de voir ça a-tu du sens ou ça n'en est pas? Est-ce que ça vaut la peine que je négocie avec cette personne-là ou pas? En partant, c'est important de le savoir. Quelles sont les valeurs que cette personne-là privilégie chez son employeur? Avec quel genre d'entreprise que tu es bien pour travailler? Quel genre d'environnement de travail? Quel genre d'organisation? Quel genre de patron? C'est important que vous le sachiez avant même de passer au contrat de travail. Donc, c'est pour ça que je dis que le contrat de travail, là, c'est la suite d'une bonne entrevue. Puis le fun. Puis je peux vous dire là, que ça fait partie maintenant, là, on est dans la jeune génération. Qu'est-ce qu'un environnement agréable pour eux? Vous devez le demander, vous devez les écouter et vous devez faire des changements peut-être dans votre organisation pour le faire. Et je disais tantôt justement à Christelle que dans les 2 dernières semaines pour la préparation de ce webinaire-là, j'ai parlé avec certaines personnes qui travaillent dans votre industrie, des jeunes étudiants, des personnes plus âgées, pour voir comment ça se passait, puis me faire un peu une tête de qu'est-ce qui se passait dans votre industrie. Puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de monde qui sont heureux. J'ai été agréablement surpris. Suivante. Que veulent les employés de nos jours? Ça, c'est la grande question. On dit souvent que la nouvelle génération est différente. On dit en quoi qu'elle est différente. Il faut que vous reteniez quelque chose par rapport aux jeunes. C'est la flexibilité, ça vaut plus que de l'argent chez les milléniaux. Les autres, ils se demandent pas
qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher monsieur, dans votre entreprise? Non, non. Les autres, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour moi si je vais travailler chez vous? C'est comme ça maintenant que vous devez voir l'approche en recrutement. Il faut régulièrement demander au sein de vos équipes à l'interne, de votre monde, de façon régulière, je ne vous dis pas toutes les semaines, là, mais tu sais, un sondage annuel, un sondage 2 fois par année, un petit meeting, un vendredi après-midi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Je suis toujours surpris de voir qu'il y en a qui essaient, avec les ressources humaines, de mettre en place plein de choses pour pouvoir faire une rétention de personnel qui vous coûte de l'argent. Ce n'est pas nécessairement ça que vos employés veulent. Donc, il faut vraiment que vous leur demandiez. Suivant. Les paramètres d'un contrat de travail gagnant-gagnant. Si on y va avec nos 3 F, le foin, la foi, le fun. Je l'ai dit tantôt, un contrat de travail, c'est comme un commitment qu'on se fait entre nous deux. C'est un engagement. Et c'est bien et c'est facilitant pour les 2 parties. Donc, les conditions salariales, on en a parlé tantôt, les avantages sociaux, il faut que vous les donniez. C'est important. Puis dans les avantages sociaux, là, on n'est pas tous des grandes entreprises, puis on n'a pas tous des assurances collectives à offrir, mais il y a d'autres choses que vous pouvez offrir à vos employés. Puis des fois, dans la petite entreprise où on a une jeune clientèle, l'assurance collective, puis les fonds de pension, puis les REER, ça ne les intéresse pas. Allouer un budget, exemple de dire j'alloue 500 $ par employé, sur preuve de dire, peut-être quelqu'un va dire, moi j'ai besoin d'aller m'acheter des lunettes, OK. Moi j'ai besoin, mon fils a besoin d'un service d'un ortho, OK. Moi j'ai besoin d'aller voir un avocat parce que je suis en période de divorce, OK. Il y a des avantages que vous pouvez allouer dans un budget de 500 $, 1000 $, à vous de décider, mais vous répondez à un besoin peut-être que vos employés ont occasionnellement durant l'année. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des gros avantages sociaux qui coûtent des sous, puis que vous avez l'impression que vous les perdez au détriment d'un plus gros qui est une assurance collective. Si vous saviez combien de fois j'entends que les assurances collectives, ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde parce que c'est enlevé sur leur paye, puis il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Un horaire flexible, variable, télétravail, semaine de 4 jours, offrir des journées de congé. Là, dans les milléniaux, c'est là que vous devez travailler. On en a parlé tantôt, télétravail s'en vient, c'est vrai. Vous devez avoir de l'ouverture. Je suis sûre qu'avant la pandémie, il y en a certains d'entre vous qui disaient « Jamais je vais les faire en télétravail, j'ai pas de contrôle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ». Savez-vous qu'il y a des statistiques qui le démontrent que le télétravail, les gens sont encore plus productifs puis vous donnent encore plus d'heures. Okay? Il faut que, comme gestionnaire, vous changiez un peu votre veston. On n'est plus des gestionnaires qui gérons le quotidien de nos employés. Vous devez être des gestionnaires qui gèrent des résultats. Donc, il s'agit de mettre en place des choses quantifiables que vous êtes capable de mesurer, puis vous allez savoir très bien ce qui va pas. Il faut, je sais que les ressources humaines, ou comme vous, gestionnaires, vous allez vous dire hey, c'est compliqué, là, gérer les horaires d'un, les besoins de l'autre, mais c'est ça, là. Si vous voulez rester dans la même situation que vous voulez, puis que vous ne voulez pas avoir d'ouverture puis faire des changements, ça ne changera pas. Oui, ça va demander peut-être de la flexibilité des horaires. Vous pouvez capitaliser sur les étudiants. Moi, j'ai rencontré des étudiants qui m'ont dit qu'ils ont fait leur secondaire en travaillant partiel pour des quincailleries. Ils ont fait leur cégep en continuant sur le même endroit. Ils ont fait leur université. Calculez, là, j'en ai vu qui m'ont dit, moi, ça fait 8 ans que je fais la même quincaillerie parce que j'ai mes horaires flexibles à moi. Puis selon ce que j'ai une semaine, j'ai un moment dans l'année où j'ai un stage de 2 semaines, de 3 semaines. Je m'en vais à mon stage, je reviens, j'ai ma job. C'est là-dessus que vous devez capitaliser. Les jeunes veulent avoir des horaires flexibles. Donnez-leur. Dites-lui ce que ça lui prend. Offrez-leur. C'est sûr que c'est une gestion d'horaire, mais vous allez garder votre personnel. Si vous voulez avoir des gens qui vont rester, des étudiants qui vont arriver chez vous à l'âge de 17 ans, 18 ans, ils vont en repartir jusqu'à 25, 27 ans. C'est excellent ce que vous avez. Puis j'en ai rencontré plusieurs dans mes 2 dernières semaines, là. J'ai fait en sorte d'aller comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis beaucoup, c'est ce qu'ils apprécient. L'accès à la formation payée. C'est sûr que les jeunes étudiants, c'est ce qu'ils veulent. Donc, si vous pouvez allouer un budget, vous allez attirer de ces gens-là. Puis ça, il faut que ça l'apparaisse. Les conditions gagnant-gagnant que vous mettez dans le contrat de travail, ça devient vos éléments quand vous faites votre publicité puis vos annonces de recrutement.
Donc, capitalisez là-dessus. Possibilité de période sabbatique. Nos jeunes, puis des fois les moins jeunes, il y en a qui sont peut-être à des semi-retraites ou à des retraites, puis quelqu'un va dire, ben moi, l'hiver, j'aime m'en aller en Floride, fait que de tel mois à tel mois, je ne travaillerai pas, mais je vais être là durant tout l'été, pour toutes les heures que vous voulez. Soyez créatifs, puis écoutez ce que votre personnel, chacun a de besoin, et bâtissez vos horaires en fonction de tout ça. Ça, c'est le foin. Ça concerne l'argent. La foi, c'est vos valeurs. Il y a des programmes d'aide aux employés qui existent, qu'on appelle les PAE. Ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se payer ça, mais vous pouvez l'offrir, comme je disais tantôt, par un budget que vous pouvez allouer. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus ça souvent que la nouvelle génération aime avoir. Avoir les services d'un avocat à l'occasion, d'un médecin, d'aller voir un médecin rapidement dans une clinique privée. C'est ces choses-là. Il faut que ça soit plus rapide. Un programme de fidélité puis de reconnaissance. Les jeunes ont besoin de la petite tape dans le dos. Les jeunes ont besoin de se faire dire que ça va bien. Souvent, quand je fais des entrevues de départ, je suis étonnée de voir encore pourquoi quelqu'un décide de quitter dans les premiers mois d'un emploi parce qu'il va dire, ben pourtant, je vais lui dire, ben ton employeur trouvait que tu faisais une bonne job. Il dit, je ne l'ai jamais entendu, personne ne me le dit. On oublie souvent, dans la période d'intégration, de faire en sorte de dire souvent à son personnel, good job, tu as bien fait ça, je t'ai entendu répondre aux clients, c'était bien ce que tu as fait. La reconnaissance. Il faut beaucoup en donner, ils en ont besoin. Donc, ça ne coûte pas grand-chose, c'est strictement une façon, une approche d'aborder son personnel. Les programmes de mentorat, les jeunes aiment ça. Les jeunes, là, ils veulent se développer. S'ils ne vous demandent pas d'argent, c'est parce qu'ils veulent se développer. Donc, vous avez diverses générations, des plus âgés, plus d'expérience. Il faut que vous mettiez en place des programmes de mentorat. Ça soit d'allouer quelqu'un 1 heure par semaine, regarde, va travailler avec lui, regarde comment est-ce qu'il s'y prend, regarde le discours qu'il a, regarde comment il approche un nouveau client. Il faut que vous mettiez du mentorat. Offrir aussi des services complémentaires aux employés. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Souvent, je demandais à des employés, pourquoi tu viens travailler à tel endroit? Bien, c'est parce que, vois-tu, il y a une garderie pas loin, l'autobus est pas loin, la station de métro est proche, la station du train. Mais mettez-le dans vos annonces de recrutement que vous avez ça, parce que vos employés qui sont chez vous actuellement, c'est à cause de ça, parce qu'il y avait une garderie proche, parce que le train n'était pas loin, parce que le métro n'était pas loin. Puis, on ne pense pas de le mettre dans nos annonces de recrutement, et c'est ça qui attire de la clientèle. Donc, pensez de mettre cette partie-là aussi dans vos annonces de recrutement, parce qu'après, c'est ce qui va vous faire un contrat de travail gagnant-gagnant. Et le fun. Ben ça, chez les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est un environnement où ils vont socialiser. Eux, ils viennent... Puis le télétravail, présentement, là, c'est la partie la plus négative qui se passe avec le télétravail. Les jeunes, toujours en télétravail, c'est pas nécessairement ça qui les attire. Ils aiment socialiser. Il faut qu'ils soient en gang, il faut qu'ils soient en groupe, il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'il y ait un 5 à 7, il faut qu'il y ait une table de billard, il faut qu'ils puissent aller faire toutes sortes d'activités. Il y a une ligue de hockey, il y a une ligue de baseball. Les jeunes aiment socialiser. Donc, pour garder rétention de votre personnel, donner un bel environnement de travail, marquez-le que vous offrez un environnement de socialisation, que vous avez une ligue de hockey, que vous avez des choses comme ça. C'est important de pouvoir le créer. Suivant. Comment vous assurer d'une bonne intégration auprès de nouvel employé? Je voulais en parler parce que moi, ça fait partie du processus, hein? Le recrutement, le contrat de travail et l'intégration. Puis comment ça se fait, cette intégration? C'est rien de compliqué, là. Ça ne vous prend pas un directeur des ressources humaines du tout pour faire ça. Ça vous prend une bonne procédure. Il faut que les gestionnaires, vos gestionnaires ou vous-même, puissiez le faire de façon récurrente, adéquate à chaque nouvelle embauche. Donc, c'est sûr qu'il faut que vous ayez une belle image d'employeur branding. Sincèrement, je fais partie de certains regroupements. Des fois, je fais l'analyse un peu des sites web. Vous savez, peu importe l'organisation que vous avez, d'avoir un site web qui est attirant, qui est à l'heure du jour, avec des tendances, qui est visuel, c'est bien important. J'ai vu des entreprises qui sont dans l'usinage, qui vraiment ne sont pas glamour comme entreprise, mais qui ont mis des vidéos dans leur site web où c'est les employés dans l'usine qui se filment, qui se disent pourquoi ils sont là, puis regarde qu'est-ce que je fais, puis je fais telle affaire, puis je fais telle affaire.
ça a toute une ampleur au niveau de l'embauche et de la rétention de personnel. On voit le jeune qui regarde puis qui voit votre annonce sur Indeed ou sur Emploi Québec, puis qui va aller voir votre entreprise, puis qui voit une vidéo, puis qui voit qu'est-ce qu'il fait dans l'organisation, puis comment ils ont du fun, ça fait toute la différence. Donc, ça, c'est important. Votre marque employeur, c'est important. Il faut offrir un bon accueil à quelqu'un qui arrive chez vous le jour 1, là. Il faut que quelqu'un l'accueille, lui dise, regarde, voici l'organisation, voici ton casier, voici les toilettes sont où, il te manque un stylo, il te manque quelque chose, voici c'est qui va te l'offrir. Il faut prendre une demi-heure pour pouvoir faire le tour et l'accueillir dans l'organisation. Des fois, c'est le fun aussi de dire, ce midi-là, c'est moi qui t'amène dîner, puis on va aller manger ensemble. Ça fait une différence dans l'intégration et la rétention de votre personnel. Visiter les installations, faire de bons contacts, des suivis dès les premières journées de travail. À la fin de la journée, ça va-tu bien? C'est beau? Il t'a-tu manqué quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Juste ça. Ou d'envoyer un courriel ou un texto. Ça a-tu bien été aujourd'hui? De démontrer que vous voulez vous assurer que tout va bien. Puis, il faut aussi offrir au nouvel employé de poser des questions, qu'il puisse aller discuter avec ses pairs. Idéalement, des fois, on peut lui donner une petite liste de dire, regarde, toi, tu vas collaborer avec tel département, les gars à la réception, les gars dans le shipping, les gars dans le cours. Bien, donnez-leur la liste, le nom de la personne, de dire aujourd'hui, là, tu prendras la moitié de ta journée, va les rencontrer, je les ai avisés, puis va voir ce que lui fait, puis va lui dire ce que tu vas faire dans l'organisation, puis en quoi vous pouvez vous aider. Ça l'aide beaucoup. Bien documenter chaque étape de l'intégration. Prenez des petites notes. Gardez les messages textes. Il m'a dit qu'il était content, il n'était pas content, il m'a dit qu'il manquait ça. Prenez, documentez. Parce que s'il y avait quelque chose, vous devez mettre fin, il faut être documenté pour pouvoir passer après à une autre étape. Prévoir des objectifs. Tu sais, quelqu'un qui a commencé de dire, bon, mais il n'était peut-être pas à l'aise avec les codes barres, il n'était pas à l'aise avec la caisse. Bon, ben, dire, aujourd'hui, commence par faire ça, on va l'évaluer. Allez-y avec des petits objectifs comme ça. C'est important de le faire, peu importe le type de poste. D'un poste cadre à un poste d'entrée, à un poste sur le plancher, c'est toujours la même chose. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui au webinaire. On vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 7 octobre prochain de 14h à 15h avec le sujet suivant, la technologie en soutien à l'estimation de projets de rénovation et de construction. Donc, je tiens encore une fois à remercier Maître Pierre-Félix et Madame Joyal de leur intervention.